C'était un 15 septembre, le 15 septembre 2021, il y a 1 an et demi. L'obligation vaccinale contre le Covid-19 entrait en vigueur pour les professionnels de santé. Mais pour ceux qui refusaient de se faire vacciner, la sanction tombait, suspension de leur poste ou non-renouvellement de leur contrat de travail. Aujourd'hui, 18 mois après ces suspensions, la porte commence à s'ouvrir pour réintégrer les soignants non vaccinés. Jeudi dernier, dans un avis très attendu, la Haute Autorité de Santé a estimé qu'il n'est désormais plus justifié d'obliger les professionnels de santé à se faire vacciner contre le Covid-19. Plus d'obligation, je cite, mais seulement fortement recommandée. C'est dans ce contexte qu'une proposition de loi va bientôt être discutée à l'Assemblée nationale. Proposition, l'intitulé complet est un petit peu long, portant abrogation de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 dans les secteurs médicaux, paramédicaux et d'aide à la personne et visant à la réintégration donc des professionnels et étudiants suspendus. Pour en parler, le député Jean-Victor Castor est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit et bonjour à tout le monde. Et bienvenue sur Radio Pays, Jean-Victor Castor. C'est vous-même et David Riemann qui allez présenter ce texte. Vous avez été nommé rapporteur de la loi devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Pour qu'on comprenne bien, c'est quoi l'intérêt de cette loi, vu qu'apparemment le gouvernement, d'après les dernières déclarations, devrait suivre l'avis de la haute autorité? Alors tout d'abord, il faut rappeler que lors de la campagne électorale, je me suis engagé à mener bataille, et M. David Riemann aussi, c'est vrai, pour la réintégration des soignants. Et vous avez pris régulièrement la parole sur ce sujet-là depuis votre élection. Tout à fait. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, nous avons réuni les soignants aussi, à l'issue de notre élection à la Chambre de commerce, et nous avons confirmé cet engagement. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette session? On a vu donc plusieurs propositions de loi faites en ce sens. Une seule a pu donc arriver jusqu'à l'hémicycle, c'est celle qui avait été proposée par Madame Caroline Fiat à propos de la réintégration des soignants, avec beaucoup de conditions, c'était compliqué, etc. Mais c'est surtout le fait que le gouvernement a usé donc d'un stratagème, puisque lors des niches parlementaires, qui sont réservées à chaque groupe, une fois par année, le temps de la discussion et du débat et du vote, c'est de 9h à midi. Et donc, chaque groupe propose plusieurs lois. Alors, c'est important de rappeler ça, puisque le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont parlé de tout et de rien. Et comme ils n'ont pas de limite de temps de parole, M. Brown, ministre de la Santé, et M. Véran, qui est venu à la rescousse ce jour-là, ont passé leur temps à parler de tout et de rien pour faire passer le temps. Et la loi n'a pas pu être votée, alors que, quelques heures avant, un amendement dit de rejet, c'est-à-dire proposé par le gouvernement lui-même pour s'opposer à cette proposition de loi de réintégration des soignants, avait reçu un avis défavorable de l'Assemblée avec 80 voix d'écart, ce qui nous permettait de dire que la loi allait passer. Elle aurait pu passer, elle aurait pu être votée, il y avait une majorité. Oui, puisque l'amendement de rejet a été lui-même rejeté par le Parlement, et donc on aurait pu avoir donc une majorité très forte. Mais on le savait déjà, puisque dès le début, quand il y a eu donc le sujet de les ordonnances, on va dire, sur l'état d'urgence, et pour passer donc à une forme plus assouplie, plusieurs groupes, 7 groupes parlementaires se sont prononcés pour la réintégration. Donc on avait déjà une idée assez précise et on savait qu'il y avait une majorité donc, de parlementaires qui étaient pour cette réintégration. Alors je vous explique tout ça pour dire que les niches parlementaires, il y en a une par an. Et plusieurs autres groupes qui ont suivi donc, le groupe LFI n'ont pas proposé de loi de réintégration. Et donc, notre groupe GDR aura sa niche le 4 mai. Et donc, on a saisi cette opportunité. C'est vrai que c'est difficile parce que ce sont des débats qui ne sont pas faciles à l'intérieur du groupe lui-même. Et il fallait trouver, donc, déjà réaliser donc, cette proposition de loi et surtout réussir à faire passer l'idée dans le groupe qu'il fallait que cette proposition soit bien placée. Et donc, du coup, elle sera proposée en tant que PPL, en tant que proposition de loi, en deuxième position, mais il y aura un premier texte qui va être proposé en début de séance, mais qui ne fait pas l'objet de débat. Et du coup, on a vraiment beaucoup plus de latitude pour que le débat, les amendements et que le vote ait lieu et qu'on trouve une majorité, que enfin l'abrogation de la loi soit à l'ordre du jour. Alors pourquoi j'ai rappelé le contexte, l'histoire... Voilà, maintenant l'intérêt finalement de cette loi. Alors l'intérêt, c'est que vous avez remarqué quand même que le ministre, quand il s'est prononcé, et dès le départ, la position du gouvernement, c'était une fois qu'on aura un avis favorable de la HAS,
on procédera par décret. Et c'est ce qu'il a confirmé, qu'il procédera par décret. Et les décrets, un décret, c'est de la prérogative du ministre, du gouvernement. Ça veut dire qu'ils auront latitude à déterminer le périmètre de la réintégration, la latitude de déterminer les conditions de la réintégration, sachant que la loi elle-même sera maintenue puisqu'elle ne sera pas abrogée. Donc, et c'est là la grande différence. Vous écrivez d'ailleurs, la loi demeure et en cas de nécessité, le gouvernement pourrait réimposer l'obligation vaccinale contre le Covid-19. C'est tellement vrai, c'est que la FHF a déjà pris position en disant qu'elle prenait acte, sauf que elle note aussi que si jamais il y a une évolution de la pandémie ou autre, que le gouvernement pourrait rétablir donc une obligation vaccinale. Donc vous voyez bien c'est-à-dire que les recommandations en fait de la HAS, elles ne s'imposent pas totalement finalement au gouvernement. La HAS, elle parle de réintégration. Mais après les conditions, c'est un peu plus l'aspect juridique, flou. elle s'en affranchit. Oui. Alors que nous, en tant que politiques, nous avons bien compris que la décision, quand elle a été prise, d'ailleurs, elle n'a pas été prise comme telle dans tous les pays du monde, et c'est une décision qui est une décision politique. La HAS, elle donne un avis, mais la façon dont ça se déroule, arriver jusqu'à l'obligation vaccinale, c'est quelque chose de mortifère quand même, hein, pour des familles, etc. Et donc, on n'avait jamais vu ça d'ailleurs. Cet extrémisme dans la décision et dans les moyens coercitifs pour obliger des gens à se faire vacciner. Et d'ailleurs, nous avons débuté les auditions, puisque en tant que rapporteur, j'ai dressé une liste avec l'administrateur qui a été désigné au niveau du Parlement pour auditionner donc, des différents organismes. Et parmi les organismes que nous avons auditionné la HAS. Et la HAS a rappelé qu'effectivement, qu'il y avait donc comme paramètres à prendre en compte l'évolution de la pandémie, l'évolution du virus, et puis et puis la pénurie de soignants, du nombre de soignants. Alors non, pas forcément. Parce qu'en fait la HAS se prononce sur l'aspect scientifique. D'accord. Elle se prononce sur l'aspect scientifique, mais aussi sur on va dire l'évolution du vaccin lui-même, ce qu'on en sait aujourd'hui. Et ils sont obligés de reconnaître que sur ce qu'on sait depuis un certain temps d'ailleurs, et ce qui a prévalu aussi dans la décision de la grande majorité, la quasi-totalité des pays d'ailleurs, ont déjà abrogé cette obligation vaccinale pour ceux qui avaient pris cette décision. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, la transmission et même la capacité à limiter l'infection, etc., tout ça s'est remis en cause très fortement. Et donc, on peut très bien être dans un hôpital, être vacciné, avoir même son schéma vaccinal complet, être porteur, transmettre aux malades. Alors ouais, dans le long argumentaire que vous mettez en avant, Jean-Victor Castor, pour cette proposition de loi, vous parlez d'incohérences, de nombreuses incohérences, notamment dans le fait que pour faire face à la pénurie, des professionnels étrangers non soumis à l'obligation vaccinale et donc parfois non vaccinés sont appelés en renfort pour remplacer les professionnels de santé français suspendus pour cause de non-vaccination. Je cite uniquement celle-là d'incohérence, mais vous mettez en avant beaucoup d'autres incohérences. Oui, mais en fait... le gouvernement, enfin, les personnes qui se sont prononcées pour et mettre à l'écart les personnes non vaccinées ont usé donc d'arguments dits scientifiques, de la nécessité, et puis aussi un argument qui a pesé, c'est-à-dire comme on ne sait pas, on est dans une situation d'état d'urgence, d'exception, et donc c'est un régime d'exception. À partir du moment où aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps, parce qu'on a posé la question d'ailleurs, le député Les Califères a posé la question à la HAS lors des auditions, mais pourquoi vous avez mis autant de temps? Puisque vous avez été saisi par le gouvernement et vous avez mis autant de temps à répondre. Bon, il nous a été opposé que oui, en France, il y a des enquêtes, il y a ceci, enfin bref, manifestement, dans la majorité des pays, ça a été beaucoup plus rapide, à la lumière des connaissances actuelles, de la baisse de la pandémie, enfin voilà, tous les arguments qu'on connaît. Moi, ce que je veux dire, c'est que il faut rester sur le fond du problème. Le fond du problème, c'est que vous savez, lors des auditions, nous avons auditionné des personnes concernées, des associations qui s'occupent des personnes suspendues. J'ai eu en face de moi des représentants, et une représentante en particulier, qui pendant 1 heure pleurait en face de moi, en nous listant tous les drames
les divorces, les suicides, les enfants qui ont été placés suite à des séparations. Enfin, des choses impensables. Des gens qui ont dû vendre tout leur patrimoine, des bijoux de parents, des maisons, etc. Les conséquences sociales, finalement, de cette situation-là. Et des conséquences psychologiques aussi. Je voulais tordre le cou aussi à un argument qui est mis en avant sur le fait que ça va créer des problèmes. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes seront réintégrées dans le collectif de santé, le climat de confiance et de cohésion dans les équipes médicales, c'est vrai que c'est un des arguments qui revient pour les personnes qui se sont prononcées contre. Il n'y a pas d'unanimité sur la question. Alors déjà, moi, la première réponse, c'est que pourquoi les personnes qui ont accepté de se faire vacciner, sous contrainte, il faut le rappeler. Je ne sais pas si vous imaginez, on vous dit, soit vous acceptez, soit vous perdez votre boulot. Ben, pas étonnant que dans beaucoup de pays, que les personnes ont accepté. Les gens n'ont pas accepté comme ça de leur plein gré. Donc il faut, et ça on l'a rappelé nous lors des auditions. Donc ça a été fait comme ça. Ces personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, aujourd'hui n'ont pas leur schéma vaccinal complet. Et nous on a posé la question à plusieurs reprises lors des différentes auditions, aux différents organismes. Comment vous expliquer qu'aujourd'hui des personnes qui, selon vous, avaient accepté de leur plein gré de se faire vacciner, ne se font plus vacciner et n'ont pas leur schéma vaccinal complet, et pour autant travaillent dans les établissements hospitaliers ou dans les cliniques, qu'elles soient privées, publiques, etc. Comment vous l'expliquez ? Et on n'a pas de réponse. Parce que la réponse, elle est claire, c'est que les gens ont compris que, bon voilà, qu'il n'y avait pas d'obligation, on n'avait pas à les obliger à le faire. Donc ça, c'est un premier argument, et je pense que ça va permettre la compréhension et l'intégration des personnes le plus facilement possible. Deuxièmement, il y a un autre aspect, c'est le fait que, enfin moi j'ai été syndicaliste, vous savez, parfois il y a des grèves qui sont très dures, très très dures dans des entreprises, ou même parfois dans des collectivités, etc., ou dans des établissements d'État. On arrive quand même. Vous savez, on parle des jaunes, ceux qui ne font pas grève, et ceux qui ont fait grève. Les briseurs de grève. Voilà. Et quand ces gens-là se retrouvent, il y a plein de méthodes pour faire en sorte que les gens puissent travailler ensemble. Parfois, il y a des grèves qui ont duré 6 mois. Et avec des situations où les personnes se sont déchirées entre elles. Et on a quand même réussi. Vous comprenez ? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un non-argument. En tous les cas, il est fallacieux et il ne tient pas la route. Il faut simplement créer les conditions, effectivement, parce que ça ne va pas se faire comme ça. C'est vrai qu'il y aura quelques difficultés, mais il faut les régler. Troisième aspect, c'est que quand on dit que oui, ça va poser des problèmes, il faut bien comprendre aussi. C'est qu'il y a dans le système hospitalier des chefferies. Donc, les chefferies, c'est comme ça. C'est comme dans les universités, vous avez un chancelier. Voilà. C'est le système. Il y a un petit peu partout, Jean-Victor Castor. Non, mais ce que je veux dire, voilà. Non, mais en fait, on en arrive jusqu'au terme. C'est-à-dire, voilà, ça s'appelle une chefferie. C'est-à-dire que le gars, celui qui est chef de pôle, chef de service, il a une chefferie. Et donc, il a un poids, il a une autorité, et ça va très loin dans les rapports de force sociaux à l'intérieur de ces établissements-là. Vu que vous en parlez... Je veux dire par là que souvent, les personnes qui sont contre, ce sont ces chefferies-là. Ce sont ces groupes de personnes, notamment dans le milieu médical, qui se sont fortement impliqués pour certains d'entre eux. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qu'on a écartés au niveau des médias et qui n'ont pas pu s'exprimer. Mais fortement impliqués pour la vaccination des soignants. Je dis ces chefferies-là, qui font pression et qui disent ça ne va pas être possible, ça va être compliqué, etc. Alors je ne dis pas que ce sont tous ceux qui se sont fait vacciner et toutes les chefferies qui le font, mais on a pu identifier qu'il y a certaines chefferies dans certains établissements qui créent des groupes de pression, des lobbies, pour pouvoir faire en sorte que cette réintégration ne se fasse pas, même par décret. Il faut savoir que l'affaire n'est pas bouclée, je voulais arriver là-dessus, parce que aujourd'hui, vous avez une montée au créneau de groupes pour empêcher cette réintégration. Et pour influencer, donc on va dire très clairement, le gouvernement, pour que le gouvernement, même par décret, ne réintègre pas. Ouais, là-dessus, d'ailleurs, il y a eu une citation il y a quelques jours du directeur général de l'hôpital de Marseille, Philippe Bluat, qui disait « L'hôpital a-t-il besoin de soignants qui ne croient pas à la médecine ?» Des déclarations comme ça et des positions comme celle-là, il y en a beaucoup. Alors, il faut savoir que les portes de sortie, en tous les cas, dans ce qu'il y a comme manœuvre aussi qu'on peut identifier, dès le départ, M. Brown a dit, voilà, la HAS a donné son avis, je vais procéder à la réintégration par décret. D'accord ? Et puis petit à petit, on a commencé à entendre aussi
venant du ministère, hein, de son ministère. Oui, mais on attend aussi l'avis du comité d'éthique, enfin, etc., etc. Donc on attend l'avis d'autres organismes. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle de ces pressions et de ces lobbies qui interviennent aujourd'hui. Mais malgré tout, Jean-Victor Castor, est-ce que vous entendez aussi que d'un point de vue éthique, il y a des personnes qui peuvent tout à fait être contre pour la vaccination des soignants et qui ne le font pas pour des raisons intéressées, on va dire. Mais monsieur Zamit, j'ai eu une discussion tête-à-tête avec une très haute personnalité de la médecine en France qui a joué un grand rôle. Je ne veux pas donner son nom parce que c'est une discussion off, qui a évoqué ce sujet, mais qui a aussi reconnu que, la façon dont ça a été fait, ça a été brutal et violent. Que 2, il n'y avait pas de raison, en fait, à bien regarder, d'avoir un périmètre aussi large, parce que assez tôt, on s'est rendu compte que c'était les personnes, selon eux, qui étaient extrêmement vulnérables qu'il fallait protéger, et que donc on pouvait très bien circonscrire cette mesure, si jamais on devait le faire du point de vue scientifique. On avait tous les éléments pour dire qu'on pouvait circonscrire ces mesures à certains services. Est-ce que vous vous rendez compte que des secrétaires administratifs, des personnels techniques, enfin, etc., se sont vus suspendus? Bon, donc il y a cette idée, parce que cette personne disait, oui, mais bon, quand on fait ces métiers-là, on doit savoir qu'on a aussi des obligations, sinon on ne les fait pas. Il y a d'autres vaccins aussi qui existent. Oui, d'accord. Mais sauf que quand vous regardez le serment d'Hippocrate, vous allez voir de façon très claire aussi qu'on ne peut pas exiger de personnes qui sont justement du domaine médical de ne pas appliquer un principe simple, c'est qu'il faut que le consentement il soit libre et éclairé. Bon, et moi je posais la question d'ailleurs à des responsables de la HAS, je leur ai dit, mais au fait, est-ce que à la lumière des informations et de ce qui remonte au niveau scientifique aujourd'hui, est-ce que vous auriez préconisé la même chose? Il y a 1 an et demi. Voilà, il y a 1 an et demi. Alors, on nous a répondu oui. Mais on a bien compris que c'était pas tout à fait oui. C'est évident. Est-ce que Jean-Victor Castor, d'un point de vue, on va dire, très pragmatique, en enlevant finalement les positions politiques de chacun sur cette question-là, d'un point de vue pragmatique en Guyane, quand on connaît les difficultés, dans le déficit structurel de soignants partout sur le territoire, finalement, la seule chose à faire, c'est de tous les réintégrer? Alors, pour moi, il y a plusieurs questions. Sur la question du désert médical, et ça va me permettre d'aborder un sujet qui est important aussi. Très rapidement, il nous reste peu de temps. D'accord. Cette proposition de loi, elle aurait pu être une proposition de loi avec un périmètre qui concerne nos pays. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane principalement, mais voilà, les autres territoires dits d'outre-mer sous tutelle. Moi, je n'ai pas voulu de ça. Et y compris dans mon groupe, l'idée est arrivée, j'ai dit, ça concerne aussi des personnels partout. On parle de 4000 personnes à peu près, les chiffres ils sont imprécis, ils sont difficiles à avoir partout en France. Très sincèrement, les chiffres ils vont nettement au-delà, mais moi je ne suis pas là pour... c'est pas une question de chiffres aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire c'est que ça touche tout le territoire français. Oui, je sais pas, vous savez, rien que pour les pompiers volontaires, quand il y a eu les incendies dans le sud de la France, on a fait venir des pompiers venant d'Europe qui n'étaient pas vaccinés. D'accord? Mais ça, tout le monde le sait. Bon, et le gouvernement a assumé. Mais dans le même temps, il y avait des familles qui n'avaient pas d'argent. Et quand je dis, on parle des pompiers volontaires, mais aussi des pompiers professionnels. Bon. Donc, vous parliez d'incohérence tout à l'heure, il y a un vrai problème. Sur le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que, peut-être qu'on n'en a pas beaucoup de temps, l'abrogation, elle permet de remettre le débat au sein du Parlement. Et elle enlève la main au gouvernement. Et pourquoi? Franchement, qui croit en ce gouvernement? Il n'y a pas eu une parole publique de respecter. Et dans tous les domaines. Là, il y a le grand sujet de la retraite. On a tous entendu M. Macron à un moment donné lui-même donner les meilleurs arguments qu'il pouvait y avoir en disant on ne peut pas augmenter, prolonger l'âge de la retraite. Il l'a dit en 2017 et puis ensuite il a évolué. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais, moi je suis là depuis 8 mois, 9 mois, jamais je n'ai vu une parole publique respectée par ce gouvernement. Donc, place au Parlement finalement. Mais c'est le seul moyen qu'on a. C'est-à-dire que on a énormément, pas simplement des incertitudes, mais il y a une forme de malveillance permanente qui fait qu'on ne peut pas croire à leur parole publique. Donc il faut que cette loi soit purement et simplement abrogée et que si des conditions
nouvelle arrive par rapport à une pandémie, etc., mais le Parlement doit être saisi. Et il déterminera, lui, justement, avec le retour d'expérience qui s'est fait sur celle-là, et les mesures précipitées qui n'étaient pas fondées, etc., et puis qu'on respecte un certain nombre de choses. Jean-Victor Castor, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, je le rappelle, pour cette proposition de loi qui sera examinée dans un mois, c'est bien ça, début mai ? C'est le 4 mai. Et on en reparlera. Alors ça, elle passe en commission des affaires sociales le 12 avril. Et donc, il y aura donc tous les amendements faits, etc. de tout le monde, oui. Et puis ensuite, elle passera le 4 mai dans la niche en 3e position. Et on vous réinvitera évidemment pour en parler. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Très bonne journée à vous. Radio Pays.